Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce podcast quotidien sur le tournoi MLS is Back chez Culture Soccer. Votre animateur Adi Raphaël et aujourd'hui mon invité, ce n'est que Anthony de Varenne. Je dis que, mais en fait c'est tout un honneur à chaque fois qu'il est là. Anthony, salut, bon matin, ça va bien? Ça va très bien, tout un honneur pour moi également, faire un podcast avec le grand Adi Raphaël. Le grand, c'est pas le bon mot, mais bon, ok, si tu veux. En termes de connaissances. Donc voilà, Anthony, rédacteur en chef chez Culture Soccer aussi. Tous les deux, on a eu une nuit très 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 courte parce que le dernier match s'est terminé hier quand même assez tard, aux alentours de 1h du matin, si je me rappelle bien. Et il est maintenant 7h le matin pour pouvoir enregistrer ce podcast pour vous, nos chers auditeurs, et essayer de vous tenir au courant de tout ce qui se passe de jour en jour dans ce tournoi qui s'avère quand même être une réussite, n'est-ce pas, Anthony? Est-ce que tu trouves que c'est une réussite jusqu'à maintenant? Oui, vraiment. Là, je pense qu'on a retrouvé la MLS. Je les ai à quelques reprises dans les derniers épisodes, là, mais vraiment, on a retrouvé la MLS qu'on aimait. On peut jamais prédire les scores des matchs, comment les équipes vont se débrouiller. Il y a des équipes qu'en début, on pensait qu'ils allaient faire de bonnes performances. Finalement, ça a été peut-être les pires dans l'histoire de la MLS. Il y en a d'autres qu'on s'attendait à rien. Et vraiment, on a aimé ce qu'on a vu. Donc vraiment, là, c'est le retour de la bonne vieille MLS, les surprises. Et non, je suis très satisfait jusqu'à présent. Ouais, je suis très satisfait aussi. On a vu que au début du tournoi, c'était les joueurs étaient un peu plus rouillés. Maintenant, on voit du beau jeu, on voit de belles choses. Après, bon, ça reste la MLS. Il y a toujours une petite erreur technique par-ci par-là, et on en parlera aujourd'hui de ces petites erreurs techniques. Mais aussi, il y a quand même de belles choses. Il y a quand même de belles dispositions, des bonnes tactiques, du beau jeu et de beaux buts. Donc, on va en parler aujourd'hui. Donc, commençons déjà par le premier de ces huitièmes de finale qui s'est joué hier, parce que c'était les deux derniers demi-finales qui se sont joués hier. On parlera un peu plus tard des quarts de finale, de nos prédictions, Anthony et moi, et on verra si on a raison. Donc, on commence par ce match-là entre le Crew de Columbus et Minnesota United FC. Pour ceux qui ne se rappellent pas, lors du tournoi, lors de la phase de groupe, ce qui s'est passé en fait, c'est que Columbus était la seule équipe dans tout le tournoi à finir invaincue, avec 3 victoires en 3 matchs, ce qui est parfait pour la saison régulière, et tandis que Minnesota a terminé avec 1 victoire et 2 matchs nuls. Donc, les deux équipes étaient invaincues. Écoute, à la fin de ce match-là, finalement, ça a fini sur autant réglementaire sur un match nul encore. Donc, aucune de ces équipes n'a été battue. Par contre, c'est au penalty que Minnesota s'est imposé. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de match-là, Anthony? À quoi tu t'attendais en un mot de ce match avant qu'il commence? En un mot, je dirais chaudement disputé, mais c'est entre les deux. C'est correct, c'est bien. En deux, c'est bien, il n'y a pas de problème. En une phrase, j'aurais dû te dire, mais parfait, c'est excellent, chaudement disputé. Ouais, on s'attendait à vraiment, moi aussi, je m'attendais à un duel très, très, très rapproché. Je m'attendais à du spectacle, en fait. Et moi, si jamais j'avais à choisir un mot, j'aurais dit spectacle. Malheureusement, c'était pas le cas. Donc, on va en parler de ce match-là, mais en premier, on parle des 11 de départ. Donc, du côté de Columbus, on avait Andrew Tarbell dans les buts. À droite, Harrison Afful. En défense centrale, Jonathan Mensah, Aboubacar Keita. À gauche, Milton Valenzuela. Dans le 4-2-3-1, les deux milieux de terrain, c'était comme d'habitude Darlington Nagbe et Arthur. Les 3 milieux offensifs, Luis Diaz à droite, Lucas Zelarayan au centre du terrain, Pedro Santos à gauche et en pointe, Gyasi Sardes. Du côté de Minnesota United, aussi dans un 4-2-3-1, Tyler Miller dans les buts, Metanir à droite, Aha Boxall en défense centrale, Chase Gasper à gauche. Les deux milieux défensifs, milieu relayeur, c'est Grigouche et Ozzy Alonso, donc Osvaldo Alonso. Les 3 milieux offensifs, Ethan Finlay à droite, Hassani Dodson en numéro 10, Robin Lod à gauche et en pointe, Luis Amaria, le
paraguayen. T'as pensé quoi de ces 2 11 de départ? Il y avait quelques absences sur blessure, mais t'as pensé quoi de tout des 2 équipes concoctées par les 2 entraîneurs, Caleb Porter et Adrian Heath? Ouais, ben bien, si on enlève les blessures et tout, je pense qu'il n'y a rien de surprenant dans les 2-11. D'habitude, on essaie de sortir les quelques joueurs qu'on aurait déplacés, qu'on aurait mis à la place, mais vraiment, au niveau des 2-11, là, moi, j'aurais fait la même chose. Si on prend en compte que du côté Minnesota, Kevin Molino était pas à 100%, ben, c'est normal de voir Dotson débuter. Donc, non, vraiment, je m'attendais à avoir ces 2-11-là. Les équipes nous avaient habitués pas mal à ces équipes-là. Donc, vraiment, non, moi, j'ai pas été choqué quand j'ai vu les 11. Là, je m'attendais pas mal à ça. Oui, effectivement, moi, c'est exactement la même chose. Il faut prendre en considération, pour ceux qui n'ont pas suivi les podcasts depuis le début, on sait que le gardien titulaire du côté de Columbus, Eloy Room, s'est blessé, donc n'était pas disponible. Le nouveau défenseur central du côté de Columbus aussi, Vito Wormgoor, aussi était blessé, donc n'a pas pu être là. Et puis, la nouvelle recrue aussi du côté de Columbus en tant que milieu offensif, qui a très bien fait dans ce tournoi-là, mais qui s'est blessé pour, je pense, une période de minimum 3 semaines. Younes Mokhtar, le joueur néerlandais d'origine marocaine, lui aussi était pas là. Donc, ce qui fait que effectivement, du côté de Columbus, c'était le 11 auquel on s'attendait. Après, il y avait une petite, je vais pas dire surprise, mais un petit changement avec Milton Valenzuela à gauche à la place de Hector Jiménez. Jiménez qui a eu un peu les faveurs de Caleb Porter depuis le début de ce tournoi. Lors du dernier match, il a joué une mi-temps. Cette fois-ci, il a joué à peu près 60 minutes. Mais les 2 premiers matchs, je pense, c'était Jiménez qui était plus à gauche. Donc voilà, content de revoir Milton Valenzuela dans le 11 de départ. Du côté de Minnesota United, comme tu l'as dit, la défense, il n'y avait aucun changement. Les 2 milieux de terrain, c'était la même chose. C'est juste les milieux offensifs avec Molino qui n'était pas là, comme tu as dit, qui ont changé. Mais sinon, ouais, comme tu l'as bien dit, il n'y avait pas de grosses surprises. Faut pas oublier aussi, pour ceux qui se demandent et qui ont toujours pas écouté le podcast et c'est leur première fois pour le podcast, Ike Opara ou bien Ike Opara n'a pas fait le déplacement pour le tournoi MLS is Back, donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu en charnière centrale. Donc pas de grosses surprises du côté des 11 de départ. Parle-moi un peu de ce jeu, des clés du match, Anthony, parce que ce match, finalement, s'est terminé sur le score de 1-1. On a vu, par exemple, un Minnesota très, très défensif, ce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. D'habitude, Minnesota est quand même assez entreprenant. On l'a vu assez défensif. Columbus aime bien jouer avec la possession, avec, bien évidemment, l'apport très, très, très important des latéraux. On l'a vu encore hier. T'as pensé quoi de ce match, toi, Anthony? Ouais, vraiment, moi, dans les premières minutes, j'ai trouvé Columbus très en jambes. C'était vraiment eux qui dominaient la rencontre. Il y a même eu une chance de Jonathan Mensah sur corner, malheureusement, qui a été envoyé hors cadre. Là. Mais tout de suite après, Minnesota prend les devants un peu contre le cours du jeu. Vraiment sur un corner qui a été mal renvoyé par Zardes. Et après ça, ça a été Columbus qui a vraiment travaillé fort pour aller chercher le but égalisateur. Donc vraiment, c'est pas mal ça. C'est vraiment Columbus qui a dominé la rencontre, qui méritait de peut-être marquer plus qu'un but. Malheureusement, les joueurs ont manqué un peu de réalisme. Il n'y a pas eu grand nombre d'occasions non plus. Comme tu l'as dit, on s'attendait quand même à un gros match, à du spectacle, un match chaudement disputé. Malheureusement, il a manqué de grosses actions dans ce match-là. C'était malheureusement une chance, c'était pas un match de 10h30 là, parce que ça se peut qu'on s'est rendormi un peu dessus. Ouais, effectivement, c'était assez. Oui, c'était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'occasions vraiment franches.
Par contre, le duel tactique était excellent à voir. Vraiment, j'ai adoré le duel tactique entre les deux. On voyait par exemple Adrian Heath, tout son système de jeu était fait en sorte à ce que Ozzy Alonso se retrouve à bloquer Luca Zelarayan, mais aussi donc essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas, les créateurs n'arrivent pas à faire grand chose. Donc on voyait Grégouche à tour de rôle, même s'il était beaucoup plus assigné à Pedro Santos, mais il couvrait aussi Diaz, tandis que Ozzy Alonso se retrouvait très très souvent sur le numéro 10, Zelarayan, qui était un peu l'arme offensive la plus importante, la plus redoutable du côté de Columbus. J'ai bien aimé parce que à la télé, là où je regardais ça sur ESPN, et puis à un moment donné, on nous a expliqué quelque chose et on a même posé la question à Caleb Porter par rapport à ça, et le but de Caleb Porter, il l'a dit lui-même lors de l'entrevue, c'était de faire en sorte de mettre le plus de monde possible dans la zone de Ozzy Alonso, d'Osvaldo Alonso, pour pouvoir libérer Zelarayan et pouvoir libérer les autres milieux offensifs qui seraient un peu trop pour quelqu'un comme Ozzy Alonso. Donc, et vraiment faire en sorte qu'il y ait une sorte de trafic au milieu de terrain pour créer encore plus des petits espaces pour pouvoir créer des occasions de marquer. Donc, de ce point de vue-là, je pense que c'était important que les deux latéraux rentrent un peu vers le centre. On a vu souvent Harrison Afful le faire, beaucoup moins Milton Valenzuela, et c'est pour ça qu'on a vu Valenzuela sortir vers la 64e minute. Et Jiménez était supporté à apporter ce surnombre aussi au milieu de terrain pour renforcer un peu le danger sur la défense de Minnesota. Donc, c'était assez intéressant cette tactique-là. Malheureusement, elle n'a pas du tout fonctionné. On a vu un Darlington Nagbe qui était beaucoup moins entreprenant que lors des derniers matchs. Et je pense que cette équipe-là compte beaucoup sur l'apport de Darlington Nagbe au milieu de terrain. C'est un peu quand on parle de Portland, et on va en parler un peu plus tard, et avec Diego Chara, si ce joueur-là n'est pas en forme, l'équipe tourne pas aussi rond. Je pense qu'il y a toujours un joueur au milieu de terrain qui est aussi important du côté de Minnesota, comme on l'a dit, c'est Alonso. Et vu que Alonso a eu un très très bon match défensif, le Cubain de 34 ans, en tout cas, je pense que c'est l'Américain d'origine cubaine. À ce moment-là, c'est sûr que c'est beaucoup plus, ça marche beaucoup plus. Et effectivement, donc il y a eu un duel tactique remporté de la part de Adrian Heath, qui a joué exactement le jeu qu'il voulait. Il a eu tout ce qu'il voulait de ce point de vue-là, en muselant complètement les forces offensives du côté de Columbus. Donc, très, très bonne tactique du côté d'Adrian Heath, même si c'était pas très beau à voir. On a vu Robin Lod marquer le but, et je pense que Lod a eu 2-3 chances quand même assez importantes durant le match. Il aurait pu aggraver le score, n'est-ce pas, Anthony? Oui, vraiment. Minnesota a quand même bien fait lorsqu'ils étaient à l'attaque. Là, la majorité du temps, ça allait bien. Andrew Torbill a fait quelques belles arrêts. J'ai trouvé que même si Columbus a eu beaucoup plus la possession, j'ai quand même trouvé Andrew Torbill pas plus occupé, mais a dû montrer un peu plus son talent que Taylor Miller. Sinon, vraiment, c'est ça. C'était, comme tu l'as dit, le très bon travail d'Alonso. Également, j'ai vraiment aimé son travail. En fait, pas mal toute la défense de Minnesota, là, du milieu jusqu'à la défense, là, j'ai trouvé leur travail vraiment intéressant parce que c'était pas des petits joueurs là, qu'il y avait à Columbus. Là. Sont petits, mais pas en talent. Diaz, Zelarayan et Pedro Santos avec Zardes, c'est quand même des bons joueurs. Alors, on dirait qu'est-ce qu'on voudra de Zardes, mais c'est quand même un international américain, donc il faut quand même le prendre un peu au sérieux. Donc, non, vraiment, c'est très bien fait de Minnesota, surtout quand on sait que Opara n'est pas présent, là, donc c'est Boxall et Aja. Donc, non, vraiment, chapeau du côté de Minnesota. Comme tu l'as dit, ils ont Adrian Heath a remporté son duel tactique et vraiment, c'est ça. Minnesota a vraiment très bien fait, là, que ce soit en défense ou en attaque.
on s'attendait peut-être à un jeu plus offensif avec eux, mais c'est ça, avec ce qu'ils ont fait, on pourrait dire qu'ils ont remporté le match et ça leur a porté fruit au penalty. Ouais, effectivement, effectivement. Et parlons un peu en détail de cette défense centrale composée par Boxall et Aha du côté de Minnesota. On s'attendait pas à avoir une défense aussi dominante et aussi bonne en l'absence de Ike Opara. T'as pensé quoi des matchs? On sent que cette défense-là monte en puissance. C'était un peu plus difficile au début du tournoi, mais hier, quel match de cette défense-là qui a vraiment pas laissé grand-chose aux attaquants, si ce n'est l'erreur de Aha qui a provoqué le penalty. Mais le reste des choses, bah écoute, ils étaient en forme, non? Qu'est-ce que tu as pensé de cette défense centrale du côté de Minnesota? Ouais, vraiment, là, la majorité du temps, c'était très solide. Ça avait rarement l'air inquiété. C'est sûr que le penalty, ça gâche un peu le travail de Haha. Parce que vraiment, c'est ça, Boxer et Haha, c'était vraiment du très bon travail. Je pense que si au début du tournoi, on nous aurait dit cette charnière centrale-là, on n'aurait pas été très, très serein. C'est deux joueurs qui ont pas toujours très bien fait en MLS. Donc vraiment, au début du tournoi, c'est ça, j'étais un peu inquiet de voir cette charnière-là. Ça nous a, au début, on a un peu eu raison. Les joueurs n'étaient pas très habitués ensemble. Mais là, on sent qu'ils commencent vraiment à avoir une relation entre les deux. Et je pense que ça enlève un peu de pression à Adriani parce que quand un des meilleurs défenseurs de MLS n'est pas présent et que tu vois que les deux autres répondent présents, là, je pense que c'est toujours bien pour l'entraîneur. Il va peut-être être plus porté à faire des rotations et justement éviter des blessures pour Opara dans le futur. Ouais, effectivement. Donc, ça permet de couvrir un peu ces blessures, des blessures possibles. S'il y a un joueur qui a été assez décevant du côté de Minnesota, il y en a pas eu beaucoup, ben c'est Luis Amarilla. Tu penses quoi de cet attaquant-là qui peine à vraiment trouver sa place dans le collectif de Minnesota? On l'a vu souvent sur le banc à Adrian Heath, essayer de lui dire comment se placer, comment parler, comment bouger, et ainsi de suite, mais ça n'a pas l'air vraiment de fonctionner. Ce joueur-là, c'est encore très très tôt, mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air de fonctionner dans le système de Minnesota. T'en penses quoi? Ouais, non, vraiment, on dirait qu'il manque de lien avec les autres joueurs, même au niveau des passes, il n'est pas autant précis que les autres. Il n'arrive pas à recevoir les ballons dans des bonnes dispositions. Vraiment, et lorsqu'il a le ballon, il fait pas grand-chose avec, donc c'est dommage. Un Mason Toy, vraiment, la saison dernière a été beaucoup plus tranchant qu'à Maria. Donc, vraiment, c'est un peu à l'image je sais pas pourquoi j'ai ce joueur-là en tête, mais Sergio Santos de Philadelphie, même si au dernier match, là, il a été un buteur, là, mais on avait un peu les mêmes conversations du fait qu'on dirait que le joueur, on attendait quand même beaucoup de lui et malheureusement, il semble semble pas être bien dans le système de l'entraîneur. Et c'est un peu la même affaire qu'à Maria. Je sais pas si c'est du côté tactique ou c'est vraiment l'adaptation, puisqu'il vient. Il n'avait jamais joué aux États-Unis avant. Parfois, ça prend de l'adaptation. Je pense qu'il faut quand même être patient avec lui. Mais à un moment, là, la patience, là, Elle va s'effriter à s'épuiser. un moment, ouais, Ouais. t'as complètement raison. Et je pense que quand même, bon, c'est encore tôt, hein, il est jeune, il a 24 ans, c'est sûr, il vient de se rejoindre à la MLS. D'un côté, c'est un prêt aussi, hein, c'est pas un transfert définitif, donc c'est un prêt de la part de son équipe argentine, en Argentine, de Vélez Sarsfield. Donc, curieux de voir si jamais il va exploser. En tout cas, c'est une sorte d'essai pour lui, et jusqu'à maintenant, ben, c'est pas très fructueux. Donc, on verra ce qui va se passer du côté de Amaria. Parlons un peu de cette équipe du Crew, parce qu'on a parlé là de Minnesota. Et dans ce match-là, on a parlé de l'apport un peu du néant apporté par Darlington Nagbe.
le rôle des latéraux, on l'a vu combien il était important du côté de Caleb Porter. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi hier avec les latéraux qui, Afoul a été dangereux de temps en temps, le Ghanéen de 34 ans, mais du côté gauche, que ce soit Valenzuela ou même Hector Jiménez, quand il est rentré, c'était un peu moins bon. Donc, c'est quoi qui, pour toi, a fait la différence de la part des latéraux? Je comprends pas. D'habitude, c'est beaucoup plus, le rapport est beaucoup plus important. Cette fois-ci, c'était très bien, très mitigé. Ouais, ben, je me demande si c'est vraiment le crew qui s'est raté parce qu'on connaît la qualité d'Afoul, on connaît la qualité de Valenzuela. Donc, j'ai vraiment plus l'impression que du côté des latéraux, c'est vraiment plus Minnesota qui les a parfaitement contrôlés. Vraiment, là, Columbus a rarement été dangereux et on sait comment ils peuvent l'être. Donc, vraiment, je pense que cette rencontre, faut vraiment donner le crédit à Minnesota avant de critiquer Columbus. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vu le match, parce que Columbus tentait quand même assez souvent. Là, vraiment, là, il essayait pas d'avoir le ballon juste pour avoir le ballon. Il essayait vraiment de créer, et à chaque fois, admettons du côté de Valenzuela, soit que Finlay était là, soit que Métanire était là. Du côté de Huffle, soit que Lod était là ou Gasper. Donc vraiment, j'ai de la misère à critiquer les latéraux. Je suis plus porté à féliciter les joueurs de Minnesota, là. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi de ce point de vue-là. J'aimerais que la dernière chose, on a parlé un peu de Jazzy Zardes. Tu as dit que c'est un international américain. Juste un petit mot comme ça sur Zardes, mais écoute, d'année en année, je trouve que ce joueur s'améliore encore. Il a maintenant 28 ans et je trouve qu'il s'est amélioré. Tu vois, sur sa première touche, il y a beaucoup d'améliorations par rapport. On a toujours pensé que Zardes avait 2 pieds gauche et que chaque fois qu'on lui donnait le ballon, on savait pas trop comment il allait toucher le ballon. Écoute, très souvent, je vois Zardes, il fait une première touche et il se la met il la met exactement là où il veut la mettre. On le voit moins se mêler les pinceaux en attaque. Après, ça arrive encore, c'est sûr, parce que bon, tu peux pas complètement changer du jour au lendemain. Mais je sens qu'il y a une amélioration dans le jeu de Zardes. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, vraiment. On a beaucoup ri de Zardes dans les dernières années. Et j'ai l'impression que Caleb Porter, c'est un des entraîneurs qui l'a côtoyé, qui l'a fait le plus progresser. T'as raison, il fait beaucoup moins de jeux insolites, on pourrait dire, là. Parce que dans les dernières années, il y en a eu quelques-uns avec Zardes, soit des très mauvaises touches ou des tirs vers la galaxie. Mais non, vraiment, là, du côté de Zardes, comme tu l'as dit, vraiment, il s'améliore. Et également, là, si on regarde les trois, on pourrait dire les trois joueurs offensifs qui étaient avec lui, Diaz, Zelarayan et Pedro Santos, c'est vraiment des très bons joueurs. Donc, il est vraiment dans les meilleures dispositions pour bien évoluer. Mais il faut également lui donner le crédit là, que tu as raison, là, il s'est beaucoup amélioré là, sur les premières touches. Ouais, effectivement. Puis tu ajoutes Mokhtar qui est là d'habitude aussi, qui aurait pu amener une autre dimension. Et je pense que la perte de Mokhtar a fait beaucoup de mal à Columbus parce que je pense que si tu avais rentré Mokhtar à la place de Diaz, par exemple, ben, tu aurais eu une équipe beaucoup plus dangereuse, surtout quand tu es en train de jouer une attaque-défense, parce que Mokhtar, c'est un joueur qui est capable de jouer en tant que numéro 10 aussi. Et ça aurait créé, tu aurais eu 2 créateurs avec Zelarayan et Mokhtar au lieu de juste un seul, parce que Pedro Santos, c'est plus un joueur qui aime jouer en profondeur, c'est moins un créateur, c'est quelqu'un qui va beaucoup tirer au but. Ça aurait été un peu différent le fait que Mokhtar soit là, on aurait pu voir quelque chose d'autre du côté de Columbus. Donc voilà pour ce match-là qui s'est terminé donc à la séance de penalty. Une petite chose du point de vue des penalty, ça a pas l'air que c'est c'est le domaine préféré de Andrew Tarbell. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur les 4 tirs ou les 5 tirs de Minnesota, les 5 tirs de Minnesota, il y a 4 fois où il est parti à droite. Et à chaque fois, il s'est trompé. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'était assez bizarre de le voir à chaque fois aller à droite. Il n'a pas vraiment, moi, je sais pas. Il faut dire que c'est difficile pour un gardien, mais on sent qu'il n'était pas inspiré dans cette séance de penalty. On l'a trouvé rarement aller du bon côté, en fait. Ouais, vraiment. Parfois on dit que les gardiens, c'est pas mal de 50-50, mais vraiment,
un bel, si c'est du 50-50, t'as été pas très, pas très chanceux. Ouais. Et tandis que Taylor Miller a quand même très bien fait, là, donc c'est un peu Taylor Miller qui a remporté le duel des gardiens là, dans ses penalties. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, bizarre un peu les 5 choisis par Caleb Porter. Par exemple, mettre comme quelqu'un comme Chris Caden, c'est celui qui a manqué le penalty pour donner la victoire à Minnesota en fin de compte. Un peu bizarre de voir Chris Caden prendre ce penalty-là. J'aurais plus vu quelqu'un comme par exemple Derek Etienne Jr. Tirer le penalty, ce qu'il n'a pas fait. Par contre, c'est intéressant. Il a mis par exemple Fernando Adi, Pedro Santos, Zelarayan. Là, c'est logique. Mais pourquoi Caden? Pourquoi pas Derek Etienne Jr.? Et du côté de Minnesota, c'est drôle parce que de tous les joueurs présents sur le 11 de départ de Minnesota, il y avait juste un seul qui avait tiré un penalty cette année. Et je pense que c'était Alonso, si je me rappelle bien. Donc c'était assez bizarre et puis c'est Minnesota qui l'emporte. Donc bref, petite info de ce point de vue-là. Donc pour toi, Anthony, c'était qui le joueur du match et le pire joueur du match? Ben, je pense que tu en as parlé au début, là, vraiment, du côté de Minnesota. J'ai l'impression qu'Alonso a vraiment tenu la baraque. Donc, je dirais joueur du match Alonso. Tandis que au niveau du crew, c'est Nagbe qui aurait dû prendre les choses en main. Il l'a peut-être pas fait. Donc, ce serait ça, pas mal mon joueur du match Alonso et mon pire joueur Nagbe. Parfait, parfait. Bah écoute, moi de mon côté, je vais choisir autre chose parce que j'ai adoré le match de Boxall en défense centrale du côté de Minnesota. Je trouve qu'il a été phénoménal. Aha a eu un excellent match. Malheureusement, il a fait cette erreur sur penalty. Ou sinon, je l'aurais choisi plus à lui qu'à Boxall. Mais Boxall la charnière a été tellement bonne, donc je vais le donner à celui qui a pas fait le penalty. Donc Boxall de mon côté. Après, c'est sûr, Alonso a été extraordinaire aussi, mais c'est juste pour changer un peu par rapport à toi. Pour la déception, ben je mettrai pas Nagbe parce que j'ai pas trouvé Nagbe non plus catastrophique. J'ai juste trouvé pas assez bon. Mais celui que j'ai trouvé vraiment catastrophique et aussi du côté de Minnesota, ben c'est Amaria. J'en ai parlé assez souvent. Il y a rien qui marche avec Luis Amaria. Puis c'est dommage parce que ça a l'air d'un joueur qui a une certaine qualité. Par contre, on n'arrive pas à la voir du côté de Minnesota et c'est assez dommage, même si bon, il a déjà marqué cette année 2 fois, hein, les 2 matchs en début de saison, ben, il a marqué 2 buts, il a marqué un but contre San Jose et un autre but contre les Timbers. Ça c'est avant le tournoi, mais depuis dans ce tournoi-là, ouais, il a joué presque tous les matchs, ou en tout cas 3 sur 4 matchs, puis aucun but, puis à chaque fois assez décevant. Donc on verra, mais pour moi c'était le pire joueur de ce match-là. Donc voilà pour ce premier match entre le Columbus Crew et Minnesota United. Pour le deuxième match, ben, c'était le match un peu pour moi, c'était un match attendu. Même si le match le plus attendu pour moi pour les 8e, ben, c'était Columbus-Minnesota. Mais ce match-là aussi était attendu parce que c'était curieux. J'étais curieux de voir ce qui allait se passer dans ce match-là entre Portland et Cincinnati. Finalement, c'est Portland qui s'est imposé aussi au penalty sur le score après un score nul de 1-1. C'est penalty remporté par Portland sur le score de 4-2. Tu t'attendais à quoi dans ce match-là? Parce que c'est difficile de prévoir à quoi s'attendre dans ce match-là. Donc, toi, tu t'attendais à quoi, Anthony? Ben moi, je m'attendais à quand même à une victoire, je dirais pas facile, mais peut-être un 2-0 là, de la part de Portland. Vraiment, même si le FC Cincinnati avait fait quelques belles performances au niveau de la phase des groupes, je m'attendais vraiment à avoir un Portland supérieur. Mais vraiment très supérieur et donc c'est pas mal ça. Je trouvais que Portland avait trop de force offensive pour que Cincinnati puisse en sortir indemne. Finalement, j'ai eu tort, mais c'était pas mal ça mon opinion avant la rencontre, là. Ben écoute, moi, avant la rencontre, j'avais hâte de voir ce qui allait se passer du côté de ce match-là, parce que c'est 2 équipes qui jouent de manière très défensive.
Et j'étais curieux de voir. Je m'attendais à ce que Portland prenne la possession, sauf que j'étais curieux de voir ce que Portland allait pouvoir faire avec la possession. Puis on l'a vu que ça a été difficile, même si se sont créées des occasions. Par contre, Cincinnati a été très dangereux, comme on l'a vu depuis le début du tournoi. Donc ce match aurait pu aller des deux côtés, mais je savais pas à quoi m'attendre. Je m'attendais à ce qu'il y ait une des deux équipes qui prenne le contrôle du match, mais je savais pas si jamais Cincinnati allait peut-être nous surprendre. Finalement, non. C'est Portland qui a pris l'ascendant sur la possession. Donc, parlons un peu de ces deux 11 de départ. Donc, on commence par le 11 de départ de notre ami Giovanni Savarese, l'entraîneur de des Portland Timbers. Donc, Steve Clark dans les buts, Chris Duval à droite, Laris Mabiala, Dario Zuparic en défense centrale, Jorge Villafania à gauche. En 4-2-3-1, les deux milieux défensifs relayeurs, c'était Eric Williamson, Diego Chara. Les trois milieux offensifs, Yimi Chara, Diego Valeri en numéro 10 et Sébastien Blanco à gauche. Du côté et en pointe, Jérémy Ebobisse qui est préféré cette fois-ci à Niezgoda dans ce match-là. Du côté de Yapstam, c'est un peu la même formation à laquelle on s'attendait, ce fameux 5-3-2 qui se transforme en 3-5-2 en cours de match. On avait Titon dans les buts, le gardien polonais, à droite Joseph Claudio. En défense centrale, les trois défenseurs centraux, Mathieu Deplagne, Kendall Waston et Tom Peterson. À gauche, Andrew Gutman. Les trois milieux de terrain, Caleb Stanko, Arus Medunjanin en tant que sentinelle, Frankie Amaya en tant que relayeur aussi. Et les deux attaquants, c'était Yuya Kubo, Adrien Regatin. C'était drôle parce qu'on a vu du côté des Yapsam une tactique qui commence à faire du sens parce que on a dit que c'était un 5-3-2 qui se transforme parfois en 3-5-2, mais de temps en temps on voit un 3-4-3 où tu vois Regatin prendre le couloir droit, Gutman monter vraiment très très haut pour prendre le couloir gauche et puis en pointe Kubo qui est là pour créer le danger sur les buts adverses. Donc, t'as pensé quoi de ces deux 11 de départ? Il n'y avait pas beaucoup de surprises, mais quelques petits changements de la part surtout de Portland, non? Ouais, c'est ça. Au niveau de Portland, à un moment dans les phases de groupe, on avait pu voir Bill Tuiloma, donc il aurait pu débuter. Finalement, ça a été Zuparic ou Mabiala qui a été préféré à Tuiloma. Sinon, également, on aurait pu voir un Marvin Loria à la place de Yimi Chara. Parce que Loria, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu de lui durant le tournoi et avant. C'est un jeune qui a beaucoup de potentiel au niveau de Portland, qui a évolué dans la réserve. Mais non, vraiment, c'est aucune surprise, mais c'est vrai qu'au niveau de Portland, on pourrait dire qu'ils avaient utilisé un peu plus de joueurs dans les 11 de départ, environ une quinzaine de joueurs, même un peu plus. Donc, on ne pouvait pas être certain du 11 de départ, mais vraiment, là, aucune grosse surprise, on pourrait dire. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et du côté de Cincinnati, le retour de Jürgen Locadia qui était sur le banc. On va en parler un peu plus tard de Locadia parce que je pense que c'est une des clés du match. Par contre, pas vraiment de changement dans le 11 de départ de Cincinnati du tout. Et comme tu l'as dit, le côté Portland, on a vu Ebobisse préféré Agnès Goda, le joueur désigné polonais. Et comme tu l'as dit, il y a Bill Tuiloma. On a vu aussi à un moment donné... sur le côté droit, on avait vu Marco Farfan. Finalement, on est revenu avec Chris Duval, qui a pas été si mauvais que ça. Donc, quand même intéressant de voir l'ancien de l'Impact de Montréal disputer des rencontres dans une très bonne équipe des Timbers de Portland. Donc, intéressant de ce point de vue-là. Parlons un peu de ces clés de match. Comme on l'a dit, on a vu Portland qui a pris la possession dans ce match-là et qui s'est créé mais vraiment beaucoup d'occasions. Par contre, très peu d'occasions très très franches. Je sais pas ce que tu as pensé du match, mais du côté de Portland, oui, il y avait des chances. Mais en gros, dans tout le match, il y a eu 2-3 grosses chances, et tandis que c'était un peu égal en termes de grosses occasions des deux côtés. On a vu Cincinnati aussi, c'est 2-3 grosses chances. Donc, on n'a pas vu vraiment une domination de la part de Portland malgré la grande possession qu'ils avaient, non? Oui, c'est même passé tout près que le FC Cincinnati prenne les devants lorsque Deplagne
a marqué un but sur coup franc. Malheureusement, il était un peu hors jeu, mais vraiment, il y a eu une grosse... c'est Portland qui avait le pied sur le ballon, mais vraiment au niveau des grosses occasions, ça a pas mal été du 50-50, j'ai l'impression. C'est ça. Vraiment, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. On l'a vu, 6 minutes après le but refusé, c'est Portland qui a pris les devants sur, on pourrait dire, la seule faiblesse défensive de la rencontre du FC Cincinnati, qui commence vraiment à être un peu plus solide défensivement. Quand on compare au premier match de la phase de groupe contre le Columbus, lorsqu'ils avaient perdu 4-0, si je ne me trompe pas. Donc, non, ça commence à être un peu plus solide au niveau de Cincinnati. Mais non, vraiment, là, quand même, j'ai quand même aimé la rencontre que j'ai regardée là, entre Portland et Cincinnati. Ouais, effectivement, une superbe rencontre tactique aussi. Hein. On a eu 2 rencontres très, très tactiques hier. Et dans cette rencontre-là, effectivement, ben, c'est Savarese qui l'a emporté finalement. Sauf que c'est passé très proche, comme tu l'as dit. On a parlé de ce but un peu refusé. Et si jamais tu regardes, tu me dis il y avait une faiblesse défensive sur le but de Portland. C'est vrai que Niezgoda, qui était rentré en cours de match, c'est lui qui s'est retrouvé un peu tout seul au milieu de la boîte de réparation de Cincinnati. Pourtant, il y avait 3 joueurs autour de lui. Tous les 3 étaient, on dirait qu'il y avait une sorte de défense de zone et que Niezgoda a trouvé ce petit trou de souris pour se retrouver là. Mais j'aimerais parler un peu de gestes techniques de Niezgoda. Je pense que on regarde ce geste technique-là, puis j'ai vu très peu de personnes et d'analystes parler de la beauté de ce geste technique-là, parce qu'il reçoit le ballon à ras de sol, il est capable en une touche de balle, de le soulever et il reprend en demi-volée. Vraiment, en 2 touches de balle, c'est réception, touche, il se retrouve en face du but, il met en demi-volée. Il n'y a personne qui a le temps de réagir. Donc, même si Minnesota, avec les 3 joueurs autour, si jamais il avait pris une touche supplémentaire, il n'y aurait pas eu de but. Et je trouve que c'est ça qui fait la force d'un attaquant. C'est savoir un peu être très bon dans sa première touche, surtout, mais aussi faire le geste juste pour trouver le fond des filets. Parle-moi un peu de cette finition. Est-ce que toi aussi, tu as été impressionné par la finition de Niezgoda, le joueur désigné polonais? Oui, c'est sûr. Et quand on voit dans les dispositions où il était, oui, il était très près du but, mais il semblait pas être dans la meilleure position pour tirer une touche. Je pense que la majorité des joueurs auraient tenté dès la première touche. Et je pense que Titon aurait pu être décisif, tandis que là, il a eu la patience, on pourrait dire la rapidité d'esprit de contrôlant une touche. Et dans ces dispositions-là, avec plus de 3 défenseurs autour de lui, il faut vraiment lui donner le crédit. Et ça l'a permis à son équipe de prendre les devants. Là, donc, chapeau à lui. Vraiment, oui, le geste technique était beau, mais c'est surtout la rapidité d'esprit d'avoir pensé à contrôler au moins en une touche qui a permis à Niezgoda de marquer, parce que vraiment, on sentait que s'il avait frappé en une touche, là, le ballon aurait manqué de puissance. Oui, effectivement. On a vu qu'en première mi-temps, c'était plutôt Portland qui a eu le plus grand nombre de chances. Très peu de chance pour Cincinnati en première mi-temps. Il y a eu surtout des tirs un peu de loin du côté de Portland, quelques arrêts aussi du côté de Titan, du côté de Cincinnati. Par contre, la défense a vraiment bien tenu. J'aime bien cette défense à 3 avec Mathieu Deplagne, Kendall Waston, Tom Peterson et les deux latéraux qui sont, je pense, la pièce maîtresse dans ce schéma-là, qui sont en phase offensive extrêmement offensif et en phase défensive extrêmement défensif. C'est vraiment des joueurs qui ont vraiment besoin d'avoir une endurance extraordinaire, Andrew Gutman et Joseph Clojo. Et je pense que c'est les deux surprises de ce tournoi-là. On les attendait pas à ce niveau-là. Pourtant, les deux latéraux de Cincinnati font un travail colossal au sein de
de la formation de Yapstam. T'as pensé quoi de ces deux latéraux? Est-ce que pour toi, c'est des belles surprises de ce tournoi? Oui, ben là, tu vas rire de moi un peu, là, mais Gottman, là, vraiment, c'est un genre de très grand talent. Moi, je suis pas vraiment À surpris parce Nashville? en fait, il a failli signer à Nashville. Il y avait eu une petite polémique la saison dernière là, lorsque Chicago avait refusé son prêt à Nashville en USL. Je me disais Mais aussi, ça doit passer par là. oui, c'est ça, mais vraiment, il avait finalement fini à Charlotte et vraiment, ça avait été tout simplement le meilleur joueur et un des seuls bons dans la première partie de saison en USL. Donc vraiment, le Gottman, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Surtout en tant que latéral gauche, c'est un poste où est-ce que les Américains ont peut-être un peu moins de qualité ces temps-ci. Et vraiment, là, on voit que c'est, selon moi, le futur de la sélection à ce poste-là avec Anthony Robinson en Angleterre. Mais vraiment, Gottman, là, c'est un excellent joueur qui vient du college soccer et Ouais, hein? qui est déjà un joueur du Celtic, qui est un des plus grands clubs en Écosse. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu à contre-cœur pour le SC Cincinnati, mais plus que Gottman va faire des bonnes prestations et plus vite il va partir. Ouais, hein, ben, à part si il se plaît vraiment et puis il signe définitivement. Peut-être que dans le prêt de la part du Celtic Glasgow, il y a peut-être une option d'achat obligatoire, une option d'achat optionnelle et que Cincinnati puisse lever cette option d'achat. Donc, faudra voir la suite, mais très très bonne recrue en prêt de la part de Cincinnati avec Andrew Gutman. Je m'y attendais pas du tout, très sincèrement, surtout avec un joueur de la trempe de Greg Garza sur le banc. Je ne m'attendais pas à le voir titulaire à Andrew Gutman, mais écoute, il est en train de prouver à tout le monde qu'il est bel et bien là et il est là pour impressionner. Il impressionne de match en match. Mais revenons un peu à ce match-là encore. Et puis on voit Jürgen Locadia, le joueur désigné, la grosse recrue de la part de Cincinnati, un joueur qui est venu en grande pompe du côté des Pays-Bas, qui est venu et qui a signé à Cincinnati. Et on s'attendait à un joueur de classe mondiale. Il a bien commencé la saison, mais dans ce match-là, c'est sûr qu'il revient de blessure. Il n'est pas à 100%. Par contre, il revient hier, puis ouais, c'était compliqué. C'était compliqué pour lui. Déjà, il manque une chance en or devant un but complètement Oui. vide, délaissé par Steve Clark. Il est même pas à peut-être moins qu'un mètre du but, puis il trouve un moyen de la mettre au-dessus. Après, je veux pas non plus trop le descendre parce que ça peut arriver à n'importe quel attaquant et les meilleurs attaquants du monde, ça leur est arrivé aussi. Sauf que c'est quand même, c'est difficile. C'est difficile. Si moi je suis le directeur technique ou la personne qui a le directeur technique néerlandais qui a amené Locadia, je me pose des questions. Je me pose vraiment des questions après avoir vu cette chance manquée. En fin de match, hein, à la 88e minute, ça aurait pu plier le match complètement. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce gros raté de la part de Jürgen Locadia? Ah, c'était comment on pourrait dire ça, un raté de renommée mondiale. Vraiment, c'était non, un buteur de sa trempe peut pas manquer ça vraiment. Euh, Lorsqu'il est rentré dans la rencontre, moi, juste pour apporter le penalty, moi, il m'avait quand même impressionné parce que oui, c'est Steve Clark qui fait la faute, mais vraiment, là, Locadia réussit à changer, à bouger le ballon juste un peu pour se faire tomber par Steve Clark. Donc, Locadia, j'avais trouvé qu'il avait très bien fait pour apporter penalty et il avait eu on pourrait dire le sang-froid pour le mettre. Mais après ça, ça a été assez difficile pour lui, là. On sent qu'il est pas à 100%
prêt Il n'est pas à... prêt, hein. Moi aussi, je Ouais, c'est pense que ça. physiquement, il n'est pas prêt du tout. On le voyait un peu chancelant, un peu. Je trouvais qu'il était pas prêt. Puis c'est dommage parce que sur ce but manqué, Anthony, ça aurait été beau parce qu'on aurait vu les deux recrues achetés sur lesquels je pense Cincinnati avait beaucoup d'espoir. Siem de Jong qui a fait ce centre parfait pour l'Ocadia, qui aurait pu marquer. Ça aurait été la belle histoire pour le recrutement de la part de Cincinnati et un peu excusez-moi du terme assez utilisé, mais la Dutch Connection du côté de Cincinnati avec tous ces joueurs néerlandais qui sont là, avec le coach néerlandais. Ça aurait été bien de voir un peu une connexion néerlandaise se créer du côté de Cincinnati. On n'oublie pas que c'est une équipe avec qui aurait pu créer encore une surprise après avoir créé des surprises lors de la phase de groupe. Donc, une occasion manquée. Puis là, on va au penalty. Tu as parlé un peu du penalty transformé par l'Ocadia. Un penalty, en fait, avant d'arriver au tir au but de la fin du match, mais parlons un peu de ce penalty provoqué par Steve Clark de Portland. Et il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui ont un peu descendu Steve Clark. J'ai vu des commentaires dire « Ah ouais, mais Steve Clark, comment ça se fait qu'il est encore gardien titulaire en MLS ?» Ben, je trouve que c'est assez difficile de critiquer Steve Clark, même s'il a fait une grosse bourde dans ce match-là. Je le trouve très solide depuis qu'il est à Portland. Il a été très, très bon l'année passée et il a bien commencé la saison cette année. Pour moi, c'est dommage de tomber sur Steve Clark après une erreur comme ça. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je suis vraiment du même avec toi. Il a tellement sauvé Portland à plusieurs reprises la saison dernière. Vraiment comment Donovan, là, celui qui a le compte de Portland FR, comment il parlait de Steve Clark la saison dernière, là, il semblait être en amour. Et, même cette saison, ouais, il est encore en amour. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même dur de descendre un gardien après seulement une erreur. Peut-être que ceux qui critiquent Steve Clark n'ont pas vu son talent assez dans les derniers matchs, mais vraiment non. Il s'est vraiment battu pour le poste de numéro 1 la saison dernière et je pense qu'il faut lui laisser là, le plus longtemps qu'il peut. S'il commence à faire ce genre de boulette à chaque match, peut-être pas, mais c'est la première fois en plusieurs rencontres. Là, donc, on peut lui laisser une petite marge de manœuvre et surtout on pourrait dire qu'il s'est racheté lors des penalties. Ouais, effectivement, il s'est vraiment racheté. Donc, parlons de cette séance de penalty. Merci pour la perche. Parlons de cette séance de penalty, Anthony. Victoire 4-2 pour Portland. Des penalties extrêmement bien tirés. Le premier qui se lance, c'est nul autre que Diego Valeri. Valeri qui a disputé tout un match, on a oublié de le dire, mais il a eu une barre transversale, un but qui aurait été de toute beauté pour Diego Valeri, mais qui a touché la barre transversale. Mais les quatre tirs du côté de Portland ont été quand même très très bien tirés. Valeri, Mora, Blanco, Niezgoda. Mais là, je comprends pas ce qui s'est passé dans la tête de Jaap Stam. Pour choisir ces joueurs qui tirent les pénaltys. On a vu De Jong et Cruz qui étaient logiques, qui ont marqué. Après, bon, t'as Locadia qui avait déjà marqué le penalty, donc ça, c'est quand même logique. Puis finalement, il le tire très mal. Puis Steve Clark fait l'arrêt qu'il faut. Mais après, tu me viens avec Kendall Waston. T'as pensé quoi de ce choix? Kendall Waston tirait un penalty. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qu'il a vu en Kendall Waston, Jaap Stam? Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu ma lanterne, Anthony? Parce que j'ai demandé à tous les fans de Cincinnati que je connais, puis il n'y a personne qui a pu comprendre pourquoi ils ont vu Waston tirer le 4e penalty du match. Je pense que peut-être que Stam est allé au hasard, vraiment. Waston, moi, je connaissais pas pour ses talents de tireur de penalty. Ouais, peut-être qu'il voulait surprendre un peu Portland et Steve Clark, mais finalement, ça a dû être lui qui a été surpris parce que quel tir de Waston, ça me rappelait les bons temps de Zardes. Ouais.
Exactement. Bon, bref, finalement, tu sais, on est dur sur Kendall Waston quand même. Tu sais, le capitaine de l'équipe nationale costaricienne, quand même, c'est un très bon défenseur central par moment, mais sauf que, difficile de voir penalty. Surtout que il y a quand même des joueurs comme moi, j'aurais plus vu comme quelqu'un comme Medoun Janin tirer le penalty, ou bien même Gutman, je pense, aurait pu faire un bon travail là-dessus. Bref, il y avait quelques joueurs, ou Kekuta qui est rentré vers la fin du match. Moi, dans ma tête, quand il est rentré à la 89e minute, moi, j'étais là, OK, il se prépare un penalty à Abstam, donc il va donner une chance à Kekuta. Mais non, Kendall Waston était plus intéressant pour Abstam. Un choix assez discutable. Après, bon, je veux pas jeter la pierre à Abstam qui a fait un travail phénoménal avec cette équipe depuis qu'il a rejoint Cincinnati. C'est vraiment magnifique. Parle-moi un peu, mon ami Anthony, du meilleur et du pire joueur de ce match-là, avant qu'on clôture avec les quarts de finale et nos petites prédictions. Personnellement, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu de Diego Valeri, mais je pourrais te le laisser parce que vraiment, il y a un autre joueur que j'ai vraiment adoré de la rencontre, et on en parlait un peu plus tôt, mais c'est Gutman, parce que vraiment, son travail défensif était tout simplement superbe, et quand il devait aller à l'attaque, il faisait quand même très bien ça également. Donc moi, j'irais avec Gutman. Sinon, du côté du joueur, on pourrait dire du pire joueur, j'ai quand même quelques noms en tête, mais vraiment, il n'y en a pas un qui me sort de la tête. C'est sûr que j'ai pas été très impressionné par Kubo. Il n'a pas fait beaucoup de choses durant la rencontre. Mais je pense on a comme pas trop le choix, mais même si on l'a défendu un peu, d'y aller avec Clark, parce que son erreur aurait pu coûter la qualification à Portland. Donc, à contre-cœur, j'irai avec Clark. Ouais, ben, je suis d'accord avec toi pour le pire joueur du match, même si c'est grâce à lui, qui remporte le match sur penalty. Il s'est bien rattrapé, mais je pense que ce match-là aurait dû finir par 1-0, surtout après le gros manqué de Locadia, comme on a dit. Donc, pire joueur du match, ben, j'hésitais entre Locadia et Clark. Les deux pour moi sont les deux pires joueurs, mais les deux ont fait de bonnes choses, mais les deux aussi ont fait des erreurs monumentales. Donc c'est entre ces deux-là pour moi, avec une petite préférence pour Steve Clark, parce que au moins lui il a gagné le match, donc je vais pas être très méchant avec lui. Du côté du meilleur joueur du match, je sais que tu as parlé de Gutman, tu m'as donné Diego Valeri et je vais le prendre avec grand plaisir. Quel joueur! 34 ans, toujours aussi important, aussi intéressant. S'il vous plaît, pour ceux qui vont voir les highlights, les faits saillants dans ce match-là, regardez encore ce fameux tir de Diego Valeri qui joue en 1-2 et qui va trouver un peu la lucarne. Malheureusement, ça finit sur le haut de la barre transversale. Ça, c'est Diego Valeri dans ses meilleurs jours et il a été de tous les bons coups. L'Argentin Diego Valeri, qui n'est même plus un joueur désigné maintenant. Donc, avoir un joueur de cette trempe-là comme joueur TAM, il faut le faire. Il faut le faire et Diego Valeri, bravo, excellent. J'ai hâte de voir la suite. Parlons un peu de ces quarts de finale, mon ami Anthony, avec des petites prédictions comme on avait fait avec Antoine. Donc en premier, le premier match qui va se jouer demain soir. Donc demain, il n'y aura pas de podcast quotidien de MLS is Back parce qu'il n'y a pas de match ce soir. Mais demain soir, il y a le premier match entre l'Union de Philadelphie et le Sporting Kansas City. Pour toi, c'est qui va passer? Moi, je dirais, ça va être chaudement disputé, là, mais moi, j'ai allé avec Kansas City. Ils ont un peu plus, on pourrait dire, l'expérience de ce genre de match important, des matchs on pourrait dire, de type série à élimination. Donc, j'irais vraiment avec Kansas City pour ce match. J'ai du mal à voir Philadelphie perdre, même si je suis complètement d'accord avec toi de ton point de vue pour Kansas City, mais je vais aller avec Philadelphie qui est pour moi une valeur sûre, surtout au milieu de terrain. C'est pas une équipe que je voyais très très haut cette année en 2020. Par contre, écoute, je me suis trompé. Philadelphie, et c'est quand même beau. C'est quand même beau à voir. Ils ont éliminé New England, qui est pas une petite équipe, et je m'attends à ce qu'ils soient encore dans le même mood demain soir. Le deuxième quart de finale,
finale aussi du même côté, c'est entre New York City FC et les Timbers de Portland. Mon favori, je vais commencer, je veux pas chaque fois te donner la parole. Mon favori pour moi, c'est New York City FC. J'ai été tellement impressionné de leur match face à Toronto. Je trouve que durant le début du tournoi, même s'ils ils sont passés très très proches d'être éliminés, à chaque fois qu'ils ont perdu, c'était jamais parce qu'ils étaient très mauvais, c'était juste à cause d'un manque de finition. Et j'ai comme l'impression qu'ils ont commencé à trouver un peu leur vitesse de croisière. Donc je dirais New York City FC, même si Portland est un très bel adversaire ça m'étonnerait pas qu'il passe aussi. Pour toi? Ouais, moi aussi, ça serait NYCFC à cause de la qualité qu'ils ont dans leur 11 partant. Mais attention à Portland parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que Gio Savarese va nous sortir. Donc, mais oui, je mettrais avantage New York. Parfait. De l'autre côté, on a le 31, donc vendredi soir, le match entre Orlando et LAFC. Un Orlando qui retrouve un peu, qui trouve pour une première fois une certaine stabilité. Et LAFC, la force de frappe de LAFC, pour toi, c'est qui le favori? Qui va passer? On sait c'est qui le favori, mais qui va passer? Ouais, je sais pas pourquoi, mais sur ce match-là, j'ai comme un sentiment là, que Orlando peut vraiment créer la surprise. T'as toujours un sentiment pour Orlando, Anthony. T'as toujours un sentiment pour Orlando. Mais j'y vais vraiment. C'est pas très raisonné comme sentiment, là, mais vraiment, j'aime vraiment ce que Orlando fait. Là, et je pense s'il peut avoir une surprise durant ces quarts de finale, ça serait Orlando contre LAFC. Wow, ok, grosse surprise si ça arrive. Écoute, je vais t'appeler le devin si ça marche. Pour moi, écoute, LAFC a encore prouvé face à Seattle qu'ils vont toujours trouver un moyen de mettre un but de plus que l'adversaire. Ils ont une défense vraiment nullissime. Par contre, leur attaque peut marquer 7 buts, puis je ne serais même pas surpris. Donc, pour moi, je dirais LAFC qui passerait Orlando, même si ça va être un match très intéressant à voir. Et le dernier, San Jose, Minnesota. Écoute, juste pour la forme, je vais me lancer cette fois-ci. Juste pour la forme, même si j'aime beaucoup Minnesota, j'ai extrêmement envie de voir un match entre LAFC et San Jose. Donc, je vais dire San Jose. Parce que j'ai super envie de voir ce match entre ces deux équipes-là, même si je pense que Minnesota a de très grandes chances de passer aussi, tout dépendant de la tactique. Je pense que ça va se jouer, ça va être un jeu d'échecs entre les deux, entre Adrian Heath et Mathias Almeida. On sait très bien comment Almeida va placer ses pions, comment Adrian Heath va répondre. Et c'est ça qui va être intéressant dans ce duel-là, le 1er août, donc le samedi. Toi, tu choisis qui? Est-ce que aussi tu choisis San Jose? Oui, moi j'irais avec San Jose, mais il faut quand même faire attention parce que San Jose contre Minnesota, c'est un des seuls quarts de finale là, qui ont eu la chance de s'affronter avant. C'était en mars dernier et Minnesota était sorti victorieux 5-2. Je pense que la clé du match au niveau de Minnesota, ça va être de savoir si Kevin Molino est de retour à 100% parce que ça peut vraiment changer la donne du côté de Minnesota. Là, donc, ça serait peut-être la clé du match, selon moi, pour Minnesota, ça va être Kevin Molino. Et j'ai très hâte de revoir le travail d'Alonso face à San Jose, qui est une équipe vraiment très peu orthodoxe, avec une défense de type man-to-man et une attaque explosive. Donc, je pense que ça va être tout qu'un match. Oui, effectivement, ça va être tout un match, comme tu l'as dit, mais pour moi, San Jose, avant la pandémie et San Jose après la pandémie, c'est deux équipes complètement différentes. On a vu San Jose faire dans ces deux matchs un match nul face à Toronto, puis la défaite à domicile face à Minnesota sur 5-2, comme tu l'as dit. Mais depuis qu'ils sont dans ce tournoi-là, écoute, match nul contre Seattle 0-0, victoire magnifique de San Jose 4-3 sur les Whitecaps, victoire contre Chicago 2-0, victoire haut la main contre ton chouchou Real Salt Lake 5-2. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on fait
affaire à une nouvelle équipe. Donc, on verra qui de nous deux a raison. Donc, voilà pour cet épisode du podcast quotidien MLS is back. Merci, Anthony, d'être venu te prêter au jeu et surtout te prêter au jeu des prédictions qui est toujours très, très compliqué, mon ami. Ouais, soit qu'on va rire de moi ou on va me traiter de devin. Donc, ou de devin, hein? Donc, merci à toi, Adi, pour l'invitation. Non, ça fait plaisir. Merci encore à tous de nous écouter de jour en jour et à après-demain pour un nouvel épisode du podcast quotidien de MLS is back. Culture Soccer.